16e épisode de Nature Aventure Survie, le podcast. Nature Aventure Survie. Dernière partie de l'entretien avec Paul Kirtley, dans laquelle on va terminer sur la question du matériel. On va aborder quelques petits conseils pour les débutants, ainsi que de la lecture. D'abord, nous allons finir par mourir de soif sur ce fichu rafio. Si ça continue, capitaine, nous serons bientôt au régime du docteur Bombard. Ouais. Wilson Wilson Tu parlais de l'entraînement avec le matériel qui est super important et ça me rappelle un kit de survie que j'ai eu entre les mains il y a quelques temps et ce kit, on peut l'ouvrir, on peut sortir tout le matériel pour s'entraîner avec, mais par contre le contenant est impossible à refaire puisqu'il est fabriqué en paracorde, donc il est impossible de réemballer tout le kit. Oui, alors c'est bien vrai et j'ai aussi vu des gens qui viennent à mes cours et qui me demandent est-ce qu'il vous reste un petit peu de paracorde à me prêter. Puis je leur dis mais vous portez un bracelet de paracorde là. Et ils me disent oui, mais c'est tellement difficile de le remettre en état une fois qu'on l'a utilisé que j'ai pas envie de le défaire. Donc je sais pas, dans une situation de survie ce serait différent, mais c'est un autre exemple de matériel que les gens emportent et qui ne sont vraiment pas pratiques et qui sont pas faits pour être utilisés souvent. Mais il faut y penser pour chaque équipement. Il faut qu'on puisse devenir familier avec, il faut qu'on puisse s'entraîner avec. Et surtout si vous êtes dans une situation de survie, vous êtes stressé, vous êtes sous pression, il faut que le matériel vous puissiez déjà l'utiliser. Ce qui va surtout faire le succès ou l'échec, c'est la psychologie. Tu as peut-être déjà entendu le podcast dans lequel j'ai interviewé Sarita Robinson, qui est une chercheuse dans une université britannique sur la psychologie de la survie. Et la psychologie justement de ces situations-là est extrêmement importante. Quand les gens pensent à une situation de survie, un truc classique, d'une façon ou d'une autre, vous êtes dans la nature, dans l'environnement, vous devez absolument construire un abri et puis un feu. Ça peut être simplement pour le plaisir et là vous allez passer la nuit. Mais si on prend une situation de survie, une vraie situation de survie, c'est un avion qui s'écrase, c'est un hélicoptère qui atterrit dans l'eau, c'est une voiture qui tombe dans une rivière, vous avez à sortir de la voiture, sortir de la rivière, et à moins d'être vraiment très familier avec ce genre de situation et de la pratique des gestes de bushcraft et de survie, vous allez vraiment galérer. Cette femme propose des entraînements aux forces spéciales dans des endroits vraiment très particuliers et prévus pour ça. Donc les pilotes savent comment se débrouiller lorsque leur hélicoptère s'écrase dans l'eau, ils savent comment sortir de l'hélicoptère et ça s'applique à des professionnels tout ça. Par exemple dans la mer du Nord, les gens qui sont extraits des plateformes pétrolières par hélicoptère reçoivent des entraînements de ce genre pour sauver leur vie. Et c'est pas juste des connaissances académiques de ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est vraiment des connaissances utiles. J'ai enseigné le Jiu-Jitsu par exemple pendant plusieurs années. On peut enseigner à des ceintures jaunes certains gestes techniques, donc à quelqu'un qui est relativement nouveau dans cet art. Il va la pratiquer de façon plutôt acceptable. S'il est dans le dojo, vous lui dites pratique avec ton camarade.
Ils vont le faire d'une bonne façon, ils vont pas spécialement être fluides, mais par contre dès qu'on leur met un petit peu de pression, dès qu'ils sont dans un combat, tout ça, ça va s'effondrer. Et on se rend compte que dans une situation de stress, ce sont vraiment les compétences et les connaissances les plus basiques qui ressortent, et donc il faut vraiment être familier avec. Et lorsqu'ils ont maîtrisé les bases, au fur et à mesure de l'entraînement, ils arrivent à la ceinture marron par exemple, ils sont testés dans une façon où la pression est assez importante, où il y a beaucoup d'imprévus, ils peuvent réagir de certaines façons, et cette technique va ressortir de façon plus naturelle, mais ça a pris des années d'entraînement. Et c'est la même chose pour beaucoup de domaines finalement. À chaque fois que vous avez des connaissances de base, il faut les pratiquer, c'est de cette façon que ça se construit solidement. Tu parlais de Machette tout à l'heure, et ça me rappelle un cours où le but était le feu et la navigation naturelle, et quelqu'un s'était ramené avec une machette de la marque Bear Grylls d'environ 50 cm. Bon, j'en avais jamais vu, c'était pas vraiment utile, mais ce genre de label là, c'est vraiment du merchandising. Ouais, je vois très bien ce genre d'outil là que tu me décris, ce genre de choses qui est vendu un peu n'importe où. J'en ai même vu en vente dans des boutiques dans le Lake District au Royaume-Uni, qui est une zone vraiment formidable avec des petites montagnes et des petits lacs très jolis. C'est aussi une zone qui est riche en histoire. C'est une zone où il y avait quelques poètes très connus, donc beaucoup d'histoire et puis de la culture, surtout dans cet endroit-là. C'est une zone vraiment magnifique, beaucoup d'activités différentes, on peut faire de la randonnée, du vélo, mais il n'y a vraiment rien qui justifie le fait d'utiliser une machette, quoi. Il suffit d'avoir un petit couteau pliant, ça suffit. Mais alors il y a des gens qui préfèrent se balader avec des machettes Bear Grylls ou des couteaux de survie. Tous ces trucs-là sont vendus dans des boutiques vraiment n'importe où. Et la probabilité qu'une personne qui soit dans le Lake District à acheter une machette se retrouve dans la jungle amazonienne est vraiment très faible. Donc vraiment là, on amène du matériel à des gens qui n'en ont absolument pas besoin. Et tu as parlé aussi de la qualité, et c'est vrai que la qualité est souvent très faible. L'acier est très mou, il reste pas serré très longtemps, il a tendance à se plier, il peut pas faire le travail suffisamment efficacement. En fait, c'est surtout designé pour attirer les gens dans la boutique, et ce genre de matériel, c'est vraiment de la camelote. À ton avis, quel est le matériel minimal avec lequel on peut débuter en bushcraft? Alors, en supposant que vous avez déjà des vêtements, ce qui est probablement le cas, je pense que on va retourner à ma définition personnelle du bushcraft. Ce sont des connaissances pratiques des ressources naturelles. Je pense que vous allez avoir du mal à appliquer les compétences les plus basiques si vous n'avez pas déjà un couteau. Ça n'a pas besoin d'être un couteau énorme, ça n'a surtout pas besoin d'être une machette, c'est sûr. Sauf si vous êtes en Malaisie, en Indonésie, ou dans le nord de l'Australie, ou dans les Philippines. Là, dans ce cas, l'outil coupant principal sera peut-être une machette, d'accord. Mais en tout cas, un outil coupant qui soit approprié à votre environnement. Si on pense au matériel comme aux différentes couches d'un oignon par exemple, les couches centrales étant les plus utiles, dans n'importe quel environnement, n'importe quel type de couteau serait utile, que vous soyez dans une forêt boréale, dans le Canada, ou si vous êtes en Scandinavie, ou alors si vous êtes dans le sud de l'Australie, ou en train de faire une randonnée en Tasmanie, peu importe où vous soyez, même en Antarctique, même au Groenland, dans la plupart des endroits sur Terre, un petit couteau avec une lame, même pliante, sera vraiment très importante. C'est pour ça que j'encourage les gens à débuter en s'achetant par exemple un couteau Mora, qui sont des couteaux vraiment très simples. Les couteaux Mora Compagnon, Clippers sont vraiment pas chers. L'acier de bonne qualité, le coupant est assez intéressant, il est facile
facile à aiguiser, on peut sculpter, on peut fabriquer un kit de feu par friction, on peut faire des feather sticks. Donc vous pouvez sculpter, vous pouvez faire plein de choses avec. Et franchement, c'est difficile de s'en sortir sans un couteau. Il y a des gens qui ont l'idée assez romantique, qui vont aller à l'extérieur, qui vont trouver un caillou et qui vont pouvoir se faire un outil coupant, mais en fait, la fabrication d'outils en silex, par exemple, c'est quelque chose qui demande beaucoup de connaissances, qui est assez difficile. Déjà, ça suppose d'avoir du bon silex de bonne qualité, ou alors une pierre de bonne qualité qui puisse être taillée. Et même pendant le Mésolithique, en Royaume-Uni, on a retrouvé des endroits où il y avait plein de silex dans des tombes qui étaient ratés, qui étaient cassés. Dans l'est de l'Angleterre, d'ailleurs, il y a des endroits assez intéressants à visiter parce qu'on y trouve les silex qui étaient utilisés à l'époque. Il y a des endroits où nos ancêtres avaient creusé dans le sol et puis ils avaient fait des remblais pour boucher les trous. En fait, ça fait penser un peu à des mines, puisqu'ils en retiraient les silex qu'ils allaient utiliser. On voit donc les galeries à l'endroit où ils ont creusé, et on s'est rendu compte que ces silex-là ont été retrouvés un peu partout, comme dans un réseau, un peu partout au Royaume-Uni. Donc c'est qu'il y avait probablement du commerce. Donc il y avait des gens qui étaient spécialisés dans l'extraction du silex pour ensuite les commercialiser. Donc ça montre déjà que trouver la ressource était assez difficile. Donc ils savaient qu'il y avait des endroits où ils pouvaient trouver du bon silex pour la taille. Donc votre chance à vous d'aller trouver un bon silex avec cette idée romantique de pouvoir le tailler directement sur place est assez faible. Donc il n'y a pas 36 solutions, vous avez besoin juste d'un outil pour sculpter. En fait, vous n'avez pas besoin probablement de couper à travers des bambous et des lianes, vous avez juste besoin de quelque chose pour sculpter des feather sticks, pour faire une cuillère, pour fabriquer un trépied pour suspendre vos ustensiles, donc juste les petites choses qu'on fait au camp, et pour ça juste un petit couteau aiguisé qui va avec votre ceinture est largement suffisant, et c'est vraiment à mon avis le seul outil dont vous avez réellement besoin pour débuter le bushcraft. Ensuite, une des premières choses qui est un peu difficile concernant l'allumage de feu, c'est le feu par friction. Donc au début, les gens qui voudraient apprendre à allumer du feu pourraient éventuellement passer plutôt par un fire steel. Alors là, bien sûr, vous choisissez de vous équiper, encore une fois, mais une fois que vous avez ce fire steel, vous pouvez aller un petit peu au-delà de simplement utiliser des allumettes et un briquet. Vous commencez à projeter des étincelles sur des initiateurs de feu, des allumes-feu qui sont peut-être comme l'hexamine ou de l'alcool, des choses qui sont fabriquées par l'homme. Mais ensuite, ça va vous faciliter l'apprentissage lorsque vous allez dehors des différents allumes-feu naturels. Donc, il va falloir choisir des allumes-feu qui soient de bonne qualité, des allumes-feu qui soient dans la bonne condition, et en mettant des petites étincelles dessus, vous allez réussir à obtenir des flammes. Donc déjà, vous allez commencer à apprendre à fabriquer votre feu avec un matériel comme le fire steel qui est quand même assez facile à utiliser. Donc vous allez construire de très bonnes bases concernant la construction du feu que vous pourrez réutiliser après dans le feu par friction. Lorsque vous ferez du feu par friction, vous aurez déjà des fondamentaux, des bases sur l'utilisation des allumes-feu pour transformer une petite braise en flamme, et une fois que vous aurez votre flamme, vous serez capable de le transformer en un grand feu de camp. Donc toute cette partie qui consiste à prendre cette petite braise fragile, à la transformer ensuite en une petite flamme et à la transformer ensuite en un vrai feu de camp, vous l'aurez déjà acquis en partie du moins, en pratiquant avec le fire steel et des allumes-feu naturels. Donc à mon avis, mon conseil, le minimum, ce serait d'acheter un couteau Mora et un fire steel. Ensuite, vous avez des vêtements sur vous, des chaussures. Voilà, vous avez déjà tout ce dont il vous faut pour commencer le bushcraft.
Donc quand vous commencez à apprendre les compétences du bushcraft, vous n'avez pas besoin d'énormément de matériel finalement. Quand vous apprenez le bushcraft, vous apprenez à interagir avec votre environnement, à utiliser des ressources, à reconnaître des ressources. Donc là, vraiment, le couteau et le fire steel, c'est tout ce dont vous avez besoin pour développer vos talents. Allez, ce sont les dernières questions. Si tu étais perdu dans un endroit totalement inconnu, quel est le seul outil de survie que tu aimerais avoir ? Alors, ce que j'aimerais avoir, ce serait un couteau vraiment solide. Ce serait quelque chose de plus costaud que le couteau Mora que je viens juste de recommander. Ce serait un couteau avec une soie vraiment pénétrante. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, la soie pénétrante, c'est dans la continuité de la lame, c'est la partie de la lame qui s'enfonce dans le manche, et normalement une soie donc qui serait de la même taille que la lame, ce qui fait que si une partie du manche casse, on peut toujours improviser un nouveau manche, ou on peut toujours utiliser le couteau grâce à cette soie. Donc ce serait un outil quasi à 100% robuste, parce qu'on pourrait faire un peu tout et n'importe quoi comme bâtonner sans risquer de casser la lame. Donc ce serait mon premier choix. Ce couteau serait utilisable un petit peu partout au monde, parce on en a déjà parlé, mais c'est très difficile d'improviser un outil coupant. On en a déjà parlé avec le silex, et je ferais ce choix que ça puisse se passer dans une forêt boréale ou une forêt tropicale. En fait, ce serait mon outil coupant de base que j'emporterais avec moi. Alors tu enseignes le bushcraft à beaucoup de personnes via l'école Frontier Bushcraft au Royaume-Uni. Est-ce qu'on aurait une chance un jour de te voir en France? Ah, ce serait possible si jamais j'étais invité. Ouais, ça m'intéresserait de donner un séminaire ou alors faire un petit cours. Je suis pas certain qu'on organise une antenne de Frontier Bushcraft en France, parce que ça fait même si ça fait un petit voyage outre-Manche. Non, mais si quelqu'un m'invitait pour un séminaire, bon, mon français n'est pas suffisamment bon pour enseigner le bushcraft, donc j'aurais probablement besoin d'un traducteur. Bah, tu pourrais être mon traducteur, par exemple. Ça pourrait fonctionner. Alors, à Frontier Bushcraft, on est basé au Royaume-Uni et on fait quelques expéditions un petit peu partout au monde. Puis c'est aussi intéressant de constater qu'on a un bon nombre de clients qui viennent de différentes parties de l'Europe. Il y en a qui viennent de la Pologne, de la Hollande, l'Allemagne, Italie. Je suis en train d'essayer de réfléchir pour savoir si on a eu des Français, mais je suis pas sûr. Je crois pas qu'on ait eu des Français. On a eu des gens qui venaient d'Espagne. On a eu des Slovaques, des Slovéniens. Et c'est intéressant de constater que c'est un peu ce que tu as dit. En Europe, il n'y a pas eu beaucoup d'écoles de bushcraft à enseigner. Et si on enseigne le bushcraft, finalement, en Europe, c'est surtout sous l'appellation de survie. Mais on constate aussi qu'il y a un engouement qui est croissant dans les compétences de bushcraft. On trouve des gens d'un petit peu partout, et ces gens-là ont de plus en plus envie d'apprendre le bushcraft un peu partout, même en France. As-tu des livres sur le bushcraft à recommander? Alors pour moi, le meilleur livre que j'aurais à recommander, ce serait le livre Bushcraft de Morse Kochanski, qui est focalisé sur l'hémisphère nord. Il l'a écrit en étant basé à Alberta au Canada, mais la plupart des espèces qu'il décrit, ainsi que les techniques qu'il décrit, sont tout à fait applicables en Europe. Ensuite, il y a les livres de Richard Graves, qui à la base c'était des petites revues, des petits tracts qui ont été combinés en un livre qui s'appelle Bushcraft. Richard Graves était australien, donc il a écrit de cette façon. Donc je pense qu'en fait, en combinant les deux, celui de Mochansky et de Richard Graves, vous avez le bushcraft en général, pas seulement l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Donc si vous avez ces deux livres, vous avez une très bonne base pour apprendre
le bushcraft. Donc ce seraient mes deux recommandations. Si les gens ensuite sont plus intéressés dans les livres de survie, il y a le livre de l'ancien SAS John Lofty Wiseman, qui est aussi assez bon. Il y a une version abrégée, il y a une version un peu plus grande, donc c'est pas tellement que c'est plus condensé, mais c'est juste que le livre est un peu plus grand. Et il y a aussi un autre livre de survie Alors c'est un livre de survie dans la nature en milieu hostile, écrit par un ancien de l'US Air Force, Greg Davenport. Le titre, alors je vais juste le regarder, il est sur mon étagère là, je vais juste aller regarder pour vous donner le bon titre. Et oui, alors l'auteur c'est Greg Davenport et le titre c'est Wilderness Survival. Et je trouve que ce livre, bien qu'étant un livre de survie, s'articule bien avec les techniques de bushcraft. Donc en fait, ce serait voilà, mes deux recommandations de livres de survie également. Et pour les gens donc, qui souhaitent apprendre le bushcraft ou la survie, si vous débutez, déjà si vous commencez à maîtriser les techniques qui sont dans ces livres-là, ça va vous prendre des années. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'occuper à acheter des tonnes et des tonnes de livres. En fait, si vous voulez vraiment apprendre certaines compétences très importantes et aller un petit peu plus loin, vous avez peut-être besoin d'un ou deux livres simplement, et les exploiter à fond. Après, vous pourrez développer en achetant un livre de terrain pour reconnaître les plantes, pour reconnaître les arbres. Des choses qui vont vous aider dans votre zone, mais ça, ce serait un pas encore en avant. Pour terminer, Paul, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver sur Internet, tes différents blogs, ta page Facebook, etc. Mon école de bushcraft est Frontier Bushcraft, c'est là qu'on trouve les cours et les voyages. C'est sur le site frontierbushcraft.com. Vous pourrez me trouver sans problème là. Vous pouvez aussi visiter mon blog qui est paulkirtley.co.uk. Donc c'est pas .com, c'est .co.uk. Vous pouvez me trouver aussi sur Twitter, c'est pkirtley, donc en minuscule il me semble. Vous pouvez me dire bonjour sur Twitter, j'y suis assez actif, j'essaye de répondre à tout le monde. Donc ça c'est les endroits principaux où vous pouvez me trouver, donc Twitter, vous pouvez me contacter par là, me contacter par mon blog ou par le Frontier Bushcraft, j'essaie de répondre à toutes les questions possibles. Tu as aussi une page Facebook, un compte Instagram également. Oui, c'est vrai, mais si vous allez sur mon blog, vous pourrez trouver, il y a une barre sur le côté, où vous pourrez trouver tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Donc c'est sur mon blog, juste sur le côté. C'est toujours plaisant d'avoir des nouvelles des gens qui m'envoient des commentaires, ou qui me disent bonjour, qui me disent « Ah, t'as posté un truc sympa ». Donc vraiment, les gens peuvent me contacter, c'est très facile. Vous retrouverez tous mes posts par là. Je poste pas beaucoup de contenu, je fais quelques photos, quelques vidéos. Mais si vous voulez me suivre pour voir un petit peu ce que je fais tous les jours, voilà, c'est une bonne façon de me suivre sur mon blog. Il y a des articles, il y a des vidéos à propos des voyages, il y a des petits tutos, il y a des petites choses que je fais. Eh bien, un grand merci, Paul. C'était vraiment un plaisir. Merci, Alban. C'était aussi un plaisir pour moi. J'apprécie vraiment avoir l'occasion de parler avec, déjà avec toi et puis avec ton audience. Et j'espère que les gens pourront en tirer de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances aussi. Donc, s'ils ont des questions, il ne faut pas qu'ils hésitent à poser. Alors, je rappelle que tu as aussi un podcast et des vidéos où les gens peuvent te poser des questions. Oui, alors j'ai les vidéos qui s'appellent Ask Paul Kirtley, où les gens peuvent m'envoyer des questions. Alors au début c'était une série de vidéos qui était censée être relâchée comme des podcasts. J'ai reçu pas mal de questions par Twitter, par email. On peut passer par Instagram aussi, il suffit d'utiliser le mot dièse Ask Paul Kirtley et je sors quelques questions pendant l'émission. L'émission c'est à peu près toutes les semaines maintenant. Donc je continue d'avoir beaucoup de questions, donc ça fait très plaisir. Allez, merci beaucoup Paul, et à bientôt. Wilson! Je suis désolé!
C'est la fin de l'entretien avec Paul Kirtley de chez Frontier Bushcraft que vous pouvez retrouver sur son blog paulkirtley.co.uk. En ce qui nous concerne, on se retrouve sur la page Facebook de Nature Aventure Survie pour être tenu au courant des dernières vidéos, des derniers articles, derniers conseils, etc. On peut également se retrouver sur la page Twitter, sur la page YouTube de Nature Aventure Survie, sur Instagram et sur le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr. Bonne journée, bon bushcraft à tous.